Dans le Japon de l'après-guerre, beaucoup de familles réparèrent encore leur radio pour recommencer à écouter les informations et la musique. Dans ce paysage de pénurie et d'envie de repartir à zéro, une petite entreprise familiale fit ses premiers pas avec une idée très claire du travail bien fait et de pièces fiables. En décembre 1946, à Komagan, dans la préfecture de Nagano, la famille Kasuga fonda Kasuga Radio Company Limited, qui deviendrait avec le temps Kenwood. Les frères Nakaichi Kasuga et Jiro Kasuga prirent les commandes. Ils ne commencèrent pas par de gros appareils, ils démarrèrent avec des bobines et des composants radio fabriqués avec soin, à la main, avec des contrôles simples mais stricts, car le pays avait besoin d'équipements durables que n'importe quel technicien local pouvait entretenir sans complications. En 1947, l'entreprise produisait déjà des bobines haute fréquence et en 1949, ces pièces réussirent les tests de la NHK, la radio-télévision publique japonaise. Les réussir n'était pas une formalité, c'était un signe de confiance à un moment où les matériaux manquaient et où chaque contrat comptait. Ce saut ouvrit des portes, apporta des commandes stables et transforma cet atelier de province en un fournisseur respecté pour sa constance et sa fiabilité. Avec la croissance vinrent des étapes naturelles. En 1950, elle adopta le nom de Kasuga Radio Industry Corporation et en 1955 ouvrit un bureau à Tokyo. Ce déménagement rapprocha l'entreprise d'ingénieurs, de fournisseurs et de clients de premier plan. Il élargit aussi son champ de travail. En plus de pièces pour radio, elle se mit à fabriquer des instruments de mesure et des équipements de communication. Dès le départ, deux mondes cohabitèrent sous le même toit, le son pour la maison et la radio professionnelle. Cette double voie nourrit sa manière de penser pendant des décennies et permit à ce qui était appris d'un côté d'améliorer l'autre. Le grand bond vers l'extérieur arriva avec la FM. En 1957, la marque lança ses premiers tuners FM et commença à les exporter la même année. La FM en était encore à se consolider et obtenir un tuner sensible, stable et silencieux était la preuve d'un solide savoir-faire. Le vendre hors du Japon était une épreuve supplémentaire. Il fallait respecter des normes différentes, des tensions différentes et des attentes plus élevées. Franchir cette barrière ouvrit des marchés exigeants et montra clairement qu'ils pouvaient rivaliser au-delà de leurs frontières. En 1960, à la recherche d'une image moderne et prête à croître, l'entreprise prit un nouveau nom et devint Trio Electronics Incorporated. Tout au long des années 60, elle cessa d'être seulement un fabricant de composants pour devenir une maison qui concevait et fabriquait des équipements audio complets. Récepteurs, amplificateurs et tuners sortaient déjà avec une identité propre et avec la même idée qui guidait l'entreprise depuis ses débuts, fondée sur la fiabilité, le bon son et la facilité d'usage. Il ne manquait plus qu'à franchir le pas vers le marché qui dictait les tendances, les États-Unis, et ce moment était sur le point d'arriver. Tandis que la base technique grandissait au Japon, aux États-Unis, un pas changea la trajectoire. En 1961, William Bill Kasuga, avec George Aratani et Yoichi Nakase, lança Kenwood USA pour importer et vendre les produits de Trio sur le marché américain. Le nom Kenwood était court, facile à retenir et sonnait naturellement pour les vendeurs comme pour le public. Avec le temps, ce nom resta gravé dans la tête des passionnés et finit par éclipser Trio. La stratégie fut directe et très pragmatique. Il s'agissait de construire un réseau de distributeurs fiables, de répondre vite avec des pièces détachées et des manuels clairs, et de proposer des appareils au bon rapport qualité-prix. Les revues et les catalogues du secteur commencèrent à l'afficher plus souvent et la marque gagna en visibilité sur un marché très concurrentiel. Dans la première moitié des années 60 arrivèrent des appareils que beaucoup se rappellent avec affection. L'un d'eux fut le Trio WX400U, un récepteur stéréo AM/FM à lampe de la famille WX400. On l'aimait pour sa façade épurée, sa course de cadran douce et ce son chaleureux qui invitait à écouter de la musique pendant des heures. C'était le type d'appareil que les magasins utilisaient pour montrer ce que signifiait écouter en stéréo. Des voix centrées, des instruments mieux séparés et une sensation d'espace nouvelle pour l'époque.
Dans des documents d'alors, il apparaît comme WX400 ou WX400U et il est encore présent aujourd'hui dans des manuels de service et des archives de produits. Ce fut l'un de ces modèles qui aidèrent à présenter la marque comme quelque chose de sérieux et de bien construit, avec des boutons fermes, des commandes claires et une fabrication qui inspirait confiance. Un autre nom marquant fut le trio W41, un amplificateur intégré à lampe à 2 canaux avec des réglages indépendants pour chacun. La maison montra sa maîtrise dans la conception des circuits et la réduction des bourdonnements. C'était un appareil pensé pour qui cherchait un son propre, avec du corps et sans complications. Pas besoin d'être expert, on branchait la platine vinyle et les enceintes et l'appareil répondait avec une présence agréable qui remplissait le salon. Dans beaucoup de séjours de l'époque, ces modèles furent à faux la porte d'entrée vers la fidélité que promettait la stéréo. En 1962, le grand changement de technologie arriva au sein de la marque. Trio présenta son premier amplificateur à transistor, le TW30. Par rapport aux modèles à lampe, il offrait une meilleure stabilité, une consommation plus faible et un format plus compact. Il chauffait moins, demandait moins d'ajustements et était plus facile à entretenir avec le temps. 4 ans plus tard, en 1966, l'entreprise lança sa première ligne entièrement à transistor. C'était une déclaration d'intention très claire. Le pari était une technologie moderne et fiable qui permettait de concevoir des appareils plus compacts, de plus riches en fonctions et au comportement plus constant. Cette base prépara le terrain pour le saut d'ambition qu'on verrait dans la seconde moitié de la décennie, quand la marque commença à viser le haut de gamme avec des idées de laboratoire et des appareils de référence. Outre l'audio domestique, Trio montra sa force dans les instruments de mesure et d'essai, ce qui nourrit sa culture d'ingénierie jour après jour. Un exemple clair fut l'oscilloscope Trio CS, un 562A à double trace et 10 MHz de bande passante. Ces mots sonnent techniques, mais l'usage était facile à comprendre. Il permettait de voir 2 signaux à la fois et de déclencher le balayage au moment important, de sorte que le technicien pouvait figer un détail et régler avec précision. Dans les laboratoires et les ateliers, il devint un outil de confiance pour aligner des radios, vérifier des amplificateurs de puissance et s'assurer qu'un signal sortait propre, sans bruits étranges. Fabriquer de bons outils apprit à la marque à mieux mesurer et à mieux écouter. Ce qu'on apprenait sur le banc d'essai finissait par améliorer ce qui arrivait au salon. À la fin de la décennie, l'entreprise voulut monter d'un cran en haute fidélité et montrer qu'elle pouvait rivaliser avec les grands. En 1967 apparut le Suprême 1, un amplificateur pensé pour jouer dans l'élite. Il ne cherchait pas seulement à impressionner avec des chiffres sur le papier, il voulait du silence quand la musique se taisait, du contrôle quand le volume montait et une solidité de celle qu'on sent en manipulant les commandes. L'ensemble respirait le sérieux avec des châssis rigides, une alimentation généreuse et une sélection de pièces soignées. Ce n'était pas un appareil pour toutes les bourses et pour cette raison même, il devint un symbole. Pour beaucoup, ce fut la preuve que Trio n'était plus seulement une maison de milieu de gamme. C'était une firme ambitieuse, un fabricant décidé à offrir un son adulte et une expérience d'usage qui faisait sentir que chaque écoute en valait la peine. Cet élan mit aussi au jour des différences quotidiennes au sein de l'équipe. Jiro Kasuga, ingénieur clé depuis les débuts, ne fut pas d'accord avec l'orientation que prit l'entreprise après le Suprême 1. Lui et plusieurs collègues sentirent que la société commençait à céder du terrain à la production de gros volumes et à des décisions commerciales qui, peu à peu, pouvaient abaisser l'excellence technique. La vision de Jiro était très claire, fabriquer sans concession avec artisanat, matériaux de premier ordre et une fidélité placée au-dessus de tout raccourci. Il préférait vendre moins et prendre plus de temps si le résultat était un appareil impeccable. Il défendait l'idée d'éviter les compromis inévitables de la production de masse et de créer des appareils qui reflétaient sa vision intime de la façon dont la musique devait sonner. Cette tension interne allait croître dans les années suivantes et pousser Jiro à prendre une décision qui marquerait l'histoire de la haute fidélité. En 1972, Jiro Kasuga quitta Trio. Il fonda Kensonic Laboratory, qui peu après prit le nom d'Acuphase Laboratory. Il ne partit pas seul, d'autres ingénieurs qui partageaient Fanchko sa manière de comprendre la haute fidélité firent le pas.
Le départ de Kasuga laissa deux vérités sur la table. À l'intérieur de Trio, il y avait des talents de tout premier ordre et en même temps, deux visions de l'avenir prenaient de mouche et de l'ampleur. L'une poussait à fabriquer plus d'unités et à atteindre davantage de pays avec une large gamme. L'autre voulait la perfection totale et des séries limitées, faites avec calme et un soin extrême. De l'intérieur de Kenwood, on défendait une idée claire: produire en volume sans abandonner des standards de qualité élevés et maintenir la fiabilité comme marque de fabrique. Après ce choc, les années 70 ouvrirent une période de forte croissance. Trio Kenwood commença à frôler ses années dorées. Elle gagna en présence hors du Japon, éleva ses ambitions en haute fidélité et aussi en communication. L'entreprise affina son réseau de distributeurs, améliora le service technique et ordonna ses catalogues pour que le client comprenne bien ce qu'il achetait. C'était une marque qui jouait désormais dans la cour des grands. À partir de là, Kenwood cessa d'être vu comme une marque japonaise de plus. Aux États-Unis, son nom remplit catalogues, annonces et vitrines. Les revues parlaient de puissance réelle, de stabilité à long terme et de tuner fin. Dans ce climat, l'entreprise se sentit assez forte pour viser plus haut, sans lâcher le milieu de gamme qui soutenait les ventes et donnait de la visibilité au quotidien en magasin. La dite guerre des watts marqua la première moitié de la décennie. Les récepteurs gagnèrent en taille et en ambition. Le KR9 1400 occupe des places de choix en vitrine entre 1974 et 1976. Il aida la marque à lire clairement ce que demandait le public, c'est-à-dire plus de puissance, un meilleur contrôle des enceintes et cet air d'appareil sérieux qui ne faiblit pas avec les heures. Ce fut alors que le coup de poing sur la table arriva. En 1976 apparut le KR 9600. La presse le baptisa le monstre de Kenwood et le surnom lui alla bien. Ces chiffres attirèrent l'attention, mais ce qui convainquait vraiment, c'était la façon dont il maintenait la qualité lorsque le volume montait. Il tenait des graphes fermes, des médiums présents et un niveau de détail qui ne s'effondrait pas sur les passages compliqués. Sa fabrication inspirait confiance, avec un châssis solide, une grande alimentation, une dissipation généreuse et des commandes agréables à utiliser. Beaucoup de collectionneurs s'en souviennent comme du sommet de la marque dans la catégorie du récepteur classique, tout en un. C'était l'appareil que certains branchèrent à de grandes colonnes avec le sourire et que d'autres posèrent dans le meuble du salon comme pièce centrale du système. Pendant que les récepteurs faisaient tôt les gros titres, la marque préparait aussi des réponses pour ceux qui préféraient un amplificateur intégré. Au milieu et à la fin de la décennie apparurent des pièces encore recherchées aujourd'hui pour leur son direct et leur construction solide. Parmi elles, le KA 9000 resta gravé dans les mémoires pour sa frappe et pour cette réputation de char d'assaut domestique qui tenait des années. Pour beaucoup, ce fut l'intégré rêvé au moment de toucher son premier salaire. Pour d'autres, ce fut le cœur du système pendant longtemps pour sa clarté et son bon contrôle quand le volume montait. L'intégré avait un avantage facile à comprendre, moins de câbles, moins d'espace et une qualité qui n'obligeait pas à monter un système par élément. Il y eut un autre terrain où la marque avança avec assurance. La FM restait un domaine où brillait dans les années 70 et Kenwood se forgea une réputation de tuner fin. La série KT séparait bien les stations et maintenait le bruit sous contrôle avec une antenne décente. Le KT 7500 devint un favori pour ce qu'il offrait à son prix. Un peu plus haut, le KT 8300 livra des performances que beaucoup prirent comme référence pour des équipements domestiques. L'idée était simple: tourner le cadran, capter la station et profiter d'une musique propre, sans souffle, avec une bonne stabilité. Pour rivaliser dans le vrai haut de gamme, la maison paria sur les éléments séparés. La série suprême fut sa carte de visite. Le trio formé par le modèle 700C qui faisait office de préamplificateur, le modèle 700M qui était l'amplificateur de puissance et le modèle 700T qui était le tuner montra la volonté de parler d'égal à égal avec le meilleur du marché. Celui qui entra dans une salle de démonstration et écouta cette combinaison comprit que Kenwood ne se contentait pas d'être une marque populaire. Elle aspirait au respect et à une place parmi les grands grâce à son silence de fond, au contrôle des graves et à une sensation constante d'autorité.
En platine vinyle, l'entreprise résonna en ingénieur. À la fin de la décennie, les KD500 et KD550 affichèrent des socles massifs qui semblaient taillés dans la pierre polie. Ce n'était pas un caprice esthétique, cette base lourde aidait à combattre les vibrations et à ce que le diamant lise le sillon sans interférence. Avec un bon bras, ces sources donnaient une vitesse stable et un fond très silencieux qui surprenait à l'écoute. Peu après, les KD600 et KD650 portèrent l'idée un cran plus loin avec un contrôle de vitesse par verrouillage quartz et des plateaux à forte inertie qui tournaient avec douceur. Le résultat était facile à percevoir pour tout le monde. Les voix sonnaient fermes, les instruments gardaient leur hauteur et la musique respirait sans fluctuation. Avec cette base si complète, le catalogue gardait encore une autre pièce clé du quotidien de nombreux foyers, la cassette. Dans la seconde moitié des années 70, Kenwood lança le KX1030 à 3 têtes, l'exemple que l'on expliquait en 1 minute en magasin et qui convainquait l'acheteur. Il offrait un transport précis, des réglages utiles pour ajuster l'enregistrement et des résultats stables qui sonnaient proprement sur n'importe quel ensemble domestique. C'était une platine cassette pensée pour durer, avec une façade claire, des commandes fermes et une sensation de solidité qui donnait envie d'archiver ses disques favoris sur bande sans craindre de perte de qualité. Tandis que le public tombait amoureux de la haute fidélité, l'autre visage de la marque suivit sa propre voie. Le radio-amateurisme demandait des appareils capables d'encaisser de longues séances, et Kenwood répondit avec des machines très fiables. En 1973, le TS520 gagna le surnom d'hybride dur, car il mêlait transistor et étage final à lampe, et résistait des heures d'usage sans broncher. En 1976, le TS820 éleva la barre avec des améliorations en syntonisation et en couverture. Dans les clubs, salons et associations, ces modèles laissèrent une empreinte nette. C'étaient à propos des appareils sérieux qui fonctionnaient jour après jour et renforçaient la réputation technique de l'entreprise, même s'ils étaient au moins voyants qu'un énorme récepteur en vitrine. À la fin de la décennie, Kenwood montra son côté le plus laboratoire. La famille L07 fut son entrée la plus décidée dans le monde audiophile haut de gamme. Les blocs monophoniques L07M et le préamplificateur L07C formèrent des ensembles rapides, très silencieux et stables. Beaucoup d'utilisateurs les montèrent dans des racks noirs sans fioritures et s'en servirent des années. Ils n'attiraient pas l'attention par l'éclat de la façade, ils conquérèrent par le contrôle qu'ils offraient avec des enceintes exigeantes et par la sensation que tout restait sous commandement, même sur les passages difficiles. Les années 70 apportèrent aussi des tensions et des apprentissages. Le départ de Jiro Kazuga en 1972 vers Kensonic, plus tard Acupaz, montra que tous ne pensaient pas pareil quant à l'avenir. Kazuga défendait la perfection sans concession. Kenwood choisit un équilibre pratique du haut de gamme là où c'était nécessaire et des modèles accessibles qui donnaient du volume et de la présence en magasin. Le pari comportait des risques comme pour toute grande marque en pleine fièvre hi-fi, mais il porta des fruits visibles. L'entreprise gagna une présence internationale, offrit un catalogue complet et clôtura la décennie avec une image connue et respectée. Avec cet élan, Kenwood termina les années 70 avec une base solide et prête pour ce qui allait suivre, avec de nouveaux marchés, de nouveaux formats et un monde de l'audio qui accéléra le pas avec l'arrivée des années 80. Kenwood entre dans la nouvelle décennie avec une idée facile à comprendre. Il fallait grandir et bien sonner partout, y compris en voiture. En 1980, la marque paria fortement sur le car audio. Des millions de personnes commencèrent à profiter de la musique en conduisant et Kenwood s'y plaça avec des autoradios, des étages et des enceintes pensées pour un environnement rude. Chaleur, vibration et bruit de moteur exigeaient des appareils robustes et la marque affina châssis, alimentation et mécanismes pour qu'ils fonctionnent chaque jour sans faille. En 1981, le nom Kenwood fut adopté comme marque pour le monde entier. En 1986, l'entreprise figurait déjà comme Kenwood Corporation. Pendant plus de 20 ans, le nom officiel avait été Trio
et le changement aligna enfin ce que disait le registre avec ce que pensait déjà le public. Le cœur de la marque resta dans l'audio domestique. Au début de la décennie brilla le L02T, un tuner FM de référence qui offrait un silence de fond et une syntonisation fine. Inutile de se battre avec le cadran. On tournait la commande, on centrait la station et la musique restait ancrée, sans souffle ni pompage. Le châssis était solide et l'alimentation généreuse, des détails qui se percevaient dans la stabilité. Il aidait aussi à bien orienter l'antenne grâce à des indicateurs clairs, de sorte que même des signaux difficiles devenaient écoutables. Pour qui suivait des retransmissions en direct ou des concerts back spéciaux, le L02T transformait la FM en une source sérieuse, capable d'être au niveau du reste du système. Peu après arriva le KD990, une platine vinyle à entraînement direct avec un bras très stable et un plateau précis. L'idée était simple. Poser le vinyle, abaisser le diamant et profiter d'une musique propre, sans vibration étrange. Le démarrage était rapide et la vitesse se maintenait avec fermeté. Ainsi, les voix ne montaient ni ne descendaient et les pianos sonnaient à la même hauteur du début à la fin. Le socle offrait une bonne masse et un bon isolement, et les pieds filtraient une partie des vibrations du sol, ce qui aidait à entendre plus de détails dans les passages doux. Le bras se déplaçait avec assurance le long du disque et permettait un réglage fin de la cellule. Pour tout cela, beaucoup l'ont choisi comme leur platine sérieuse pour la vie. Peu d'entretien, usage quotidien sans frayeur et une sensation constante de contrôle. Ces mêmes années, Kenwood pensa à ceux qui voulaient mener plus de vigueur avec des ensembles par éléments. La Basicem 2A fut la pièce qui faisait office de moteur du système. On branchait son préamplificateur, ses sources et les enceintes, et la musique sortait avec autorité. En montant le volume, tout restait en place. Les graves ne se diluaient pas, les voix restaient centrées et les instruments se distinguaient facilement. À bas volume, elle se comportait aussi bien. Essentiel pour écouter la nuit sans perdre en qualité. C'était un amplificateur de puissance qui inspirait confiance. On pouvait le laisser allumer des heures sans qu'il se plaigne et, le lendemain, il répondait pareil. Beaucoup d'utilisateurs s'en souviennent pour ce mélange d'énergie et d'aplomb. On allume, on met un disque ou un CD et on laisse la musique remplir la pièce sans pente bizarre ni réglage compliqué. La cassette continua de régner dans de nombreux foyers et la KX1100HX de la fin des années 80 fut la platine cassette de Kenwood pour enregistrer et lire avec qualité. Elle livrait des enregistrements propres, des réglages simples et la tranquillité de savoir que les bandes sonneraient bien longtemps. C'était une manière directe de conserver ses disques favoris et des programmes radio avec de très bons résultats. En parallèle, le marché transforma le salon. Arrivèrent les premiers récepteurs avec son surround et davantage d'entrées vidéo, et la table basse commença à se remplir de nouvelles sources. Kenwood répondit sans perdre la tête. Elle paria sur des récepteurs AV faciles à comprendre et à utiliser, comme le KRV-107R, avec des commandes claires, une commutation vidéo ordonnée et un détail que beaucoup apprécièrent à la maison. Il conservait la radio et le phono de toujours. Ainsi, personne n'avait à renoncer au vinyle ni à la FM pour profiter d'un film avec plusieurs enceintes. L'idée fut simple et efficace. Brancher, choisir la source et profiter sans manuel interminable. Dans le même temps, l'autre versant de la marque continua de grandir. En communication pour entreprises et pour radio amateurs, l'offre se renforça avec des appareils plus compacts et résistants. Les années 90 commencèrent avec une idée claire. La technologie ne vivait plus seulement dans le salon. Kenwood poussa fort la voiture, soigna le haut de gamme à la maison et se montra dans des scènes où il fallait démontrer du muscle. Des salons comme le CES, des concours de son automobile et des démonstrations publiques exhibaient des équipements puissants et bien réglés. Les installateurs faisaient la confiance au catalogue pour son équilibre entre prestations et fiabilité. Ce dialogue constant avec magasins et techniciens alimenta un cercle vertueux. Meilleur retour, meilleurs produits et une image de marque qui inspirait confiance. En 1991 arriva une épreuve de feu dans l'endroit le plus exigeant. Kenwood devint fournisseur radio de McLaren en Formule 1.
Ce n'était pas un simple logo sur une voiture brillante, c'était un examen quotidien dans un stand avec chaleur, vibration et bruit extrême. Les communications devaient être nettes et ponctuelles, sinon la stratégie s'effondrait. Réussir ce défi apporta un vrai prestige. Cela démontra que l'ingénierie de la maison tenait en conditions limites et laissa un enseignement précieux ensuite appliqué au reste du catalogue. Clarté, robustesse et manipulation sans hésitation quand le temps presse. En 1992, la marque présenta le premier GPS au format un DIN pour automobile. Ce format s'adaptait à la baie standard de la plupart des tableaux de bord et permettait d'intégrer cartes et guidages vocaux sans occuper la boîte à gants ni ajouter de boîtiers externes. De retour au salon, Kenwood posa sur la table un ensemble noir et sobre qui parlait sérieusement. La famille L1000. Dans cette famille, la L1000M se distingua, un amplificateur de puissance avec autorité et un silence de fond que l'on perçoit dès la première minute. La construction transmettait le calme, transformateur généreux, trajet de signal court et une sensation de contrôle qui se traduisait par des graves fermes et des voix bien centrées, qui complétait l'ensemble avec son préamplificateur et son tuner, trouvait un système cohérent pensé pour écouter des heures sans fatigue. En parallèle, beaucoup d'utilisateurs cherchaient quelque chose de plus simple, un bon intégré qui règle tout sans complication. Là entra le KA7010, un amplificateur avec assez de puissance pour bouger des enceintes sérieuses et avec ce côté sobriété qui ne se démode pas. On passait la porte avec l'appareil sous le bras, on branchait les sources, on ajustait la balance et on profitait. L'entrée phono répondait avec propreté et la sortie casque permettait des sessions nocturnes sans déranger. Le salon demanda aussi du home cinéma. Au milieu de la décennie, le KRV990D offrit des films au son surround sans perdre l'essence d'une stéréo de qualité. Il avait des entrées pour tout, une commutation ordonnée et une manipulation qui n'intimidait pas. Les modes d'écoute se choisissaient en quelques étapes et la calibration basique se faisait en minutes. Beaucoup de familles apprécièrent ce mélange de simplicité et de bonne restitution sonore. La musique sur disque argenté vécut son âge d'or et le DP7090 clôtura la décennie comme lecteur CD sérieux dans beaucoup de systèmes. Silence mécanique, lecture rapide des pistes et une conversion précise qui donnait un son clair et équilibré. Le tiroir entrait et sortait avec douceur et la télécommande répondait sans caprice. C'était un compagnon fiable pour des étagères pleines de disques et de longues sessions d'écoute. Entre-temps, Kenwood resta forte en car audio ainsi qu'en radio-amateurisme et communication professionnelle. Ce qui la maintint en tête du marché, ce fut le soin apporté à ses distributeurs, des catalogues cohérents et des appareils fiables, aussi bien pour la musique du quotidien que pour des systèmes plus ambitieux. À la fin des années 90, le marché bougea de nouveau. Arrivèrent le DVD, le PC et les premiers fichiers numériques et tout commença à aller plus vite. Kenwood termina la décennie avec une base très solide dans l'automobile avec des produits domestiques respectés et un nom bien placé pour sauter dans le nouveau siècle. L'entreprise comprit que les gens voulaient des équipements qui communiquent entre eux, moins de câbles et plus de fonctions sur une seule télécommande. Kenwood entra dans le 21e siècle préparé et avec une ligne qui aspirait à des prestations de haut de gamme. Dans cette famille apparut le VR5900 de la série Sovereign. C'était un récepteur AV pensé pour monter un home cinéma sans prise de tête. Il décodait le son multicanal, offrait des entrées numériques pour des sources modernes et conservait les entrées classiques pour ne pas laisser de côté l'équipement de toujours. La configuration guidée à l'écran aidait à placer les enceintes, ajuster les distances et équilibrer les volumes. La marque essaya aussi l'idée d'avoir toute la collection de disques dans un seul appareil. Le DV5900M fut un changeur de 400 disques qui servait de vidéothèque et de phonothèque domestique. On chargeait ses DVD et ses CD et on naviguait par liste, titres et pochettes. Pour qui avait des étagères pleines, c'était une solution pratique, elle rangeait la collection, faisait gagner du temps au moment du choix et gardait les disques dans le meuble à l'abri de la poussière et des chocs.
C'est précisément à ces années-là qu'un changement de cap devint évident. Kenwood n'abandonna pas totalement la haute fidélité mais la relégua au second plan. Pour beaucoup d'amoureux du son, ce fut une petite peine, car les façades en aluminium, les commandes fermes et les sources silencieuses qui avaient défini la marque devinrent de plus en plus des souvenirs. Depuis le milieu des années 90, le catalogue le plus puriste s'était aminci et l'intérêt du public changea. En 2001, la série Sovereign sembla un dernier coup de rein pour le salon exigeant. Elle sonna bien et offrit des fonctions modernes, mais n'eut pas de continuité. Ainsi, sa hi-fi classique passa du présent à l'héritage. Au début du siècle, on voyait déjà comment cet esprit de fidélité sans concession et de châssis robuste s'éteignait, tandis que Kenwood regardait vers de nouveaux horizons pour rester pertinente. Avec cette décision en marche, l'automobile devint le grand terrain de jeu. Kenwood poussa d'abord avec des écrans motorisés comme le KVT 915D VD. On déployait l'écran, on choisissait musique ou film et on naviguait dans des menus clairs. L'ensemble donnait la sensation d'embarquer un équipement sérieux dans la voiture, solide, pratique et pensé pour supporter chaleur, nid de poule et usage continu. Le saut suivant changea les habitudes. Les unités doubles D-IN avec navigation intégrée réunirent en une seule pièce ce qui auparavant demandait plusieurs appareils. Le DNX 7100, lancé en 2007, combina audio, vidéo et un GPS à technologie Garmin. La gamme Excelon devint connue parmi les installateurs et les passionnés qui cherchaient un cran de qualité en plus dans la voiture. De meilleures unités principales, des étages plus percutants et des options comme des entrées numériques, des syntonies avancées et des connexions prêtes pour le kit main libre selon le marché. En parallèle, la marque soigna son autre moitié historique. Le radioamateurisme restait vivant et demandait des appareils complets et fiables. Le TS 2000, présenté au début de la décennie, fut un tout-en-un très apprécié. Il couvrait HF, VHF et UHF dans un seul boîtier, avec une manipulation claire et une excellente stabilité. On peut constater que Kenwood sut, durant ces années, s'adapter et se réinventer, mais il resta un sentiment doux amer chez ceux qui aimaient la hi-fi classique. Certains amplificateurs et tuners de la vieille école manquaient. La marque poursuivit sa route et dans la seconde moitié des années 2000 paria fortement sur les communications numériques professionnelles. Main dans la main avec ICOM, elle impulsa NXDN NextEdge. C'était pour des radios numériques plus claires et plus efficaces que les analogiques, pensées pour les entreprises, la sécurité et les services. Entre-temps, une pièce corporative clé bougea. En 2008, JVC et Kenwood unirent leur gestion sous JVC Kenwood Holdings pour organiser ressources, marques et marchés. En 2011, l'intégration s'acheva et prit le nom de JVC Kenwood Corporation. Dans l'automobile, ils firent des avancées importantes. En 2015, Kenwood mit en magasin ses premiers récepteurs de rechange compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto. On pouvait ainsi connecter son téléphone et contrôler musique, cartes et appels depuis l'écran du tableau de bord sans complication. À partir de là, le catalogue grandit sur cette base. Pendant ce temps, le secteur des communications professionnelles devint clé pour la marque. Sa ligne de radioamateurisme reste également vivante, mais un cran en dessous par rapport à ses deux principaux champs de bataille actuels. En définitive, Kenwood n'est plus la reine de la hi-fi qu'elle fut. Elle est née dans un petit atelier, a franchi des frontières avec ses premières radios et dans les années 70 a fait de la haute fidélité un rêve possible, avec puissance, élégance et des appareils que beaucoup se rappellent encore avec nostalgie. Mais le monde a changé. Kenwood a laissé la brillance de l'aluminium pour conquérir le tableau de bord des voitures et les communications, et elle est passée du vinyle et de la FM à la voiture connectée, à CarPlay et Android Auto, et à des radios professionnelles qui ne peuvent pas faillir. Aujourd'hui, sa bataille n'est plus sur l'étagère du salon. Est-ce la même qu'avant? Non. C'est une marque qui a dominé la hi-fi, puis s'est réinventée pour rester utile. Et c'est aussi une victoire. Ici s'achève l'histoire de Kenwood,
abonne-toi à la chaîne et laisse ton like si ça t'a plu et raconte-nous quel a été ton Kenwood préféré ou quel souvenir tu gardes de la marque quand elle a vécu ses années d'or de la hi-fi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.